Donc on va commencer. Bonjour à toutes, parce qu'il n'y a que des femmes intéressées par cet atelier. Je me présente, je suis Bérénice de la Place, la Chambre de métiers de l'artisanat d'Ille-et-Vilaine, de Bretagne d'ailleurs. Je suis responsable formation territoriale donc sur l'Ille-et-Vilaine, en charge de la programmation, de la mise en place des formations sur la création d'entreprises et puis sur tout ce qui concerne le métier de chef d'entreprise et des formations techniques également. Bonjour, moi je m'appelle Anne-Sophie Malinge, je suis gérante d'un centre de formation spécialisé dans le bâtiment qui s'appelle Good for Me et aujourd'hui je suis sur le salon pour présenter un programme qu'on fait dans ce centre de formation qui s'appelle le programme MyBox qui en fait accompagne de jeunes entrepreneurs pour la création de leur société. Et on tient à excuser notre collègue de la CCI, Laurence Sourisseau, qui est également responsable formation, mais qui a une contrainte professionnelle, donc qui n'a pas pu intervenir, mais on la remplacera au pied levé. Voilà, tout à fait. Donc on va animer cet atelier sur l'entrepreneuriat, quels droits et quelles formations pour monter en compétences. Donc parce que c'est important de pouvoir se former, d'avoir tous les atouts, les clés en main pour démarrer son activité dans de bonnes conditions. Alors, comme on n'est pas très nombreux, on va se permettre de faire un petit tour de table rapide, si ça vous embête pas, juste pour connaître un petit peu les activités envisagées, et puis, si ça ne vous dérange pas non plus, votre statut professionnel, pour voir un petit peu comment on va orienter notre intervention. Donc, je vous passe la parole, madame, si vous pouvez parler un petit peu fort. Moi, je m'appelle Michèle Blivet, je suis indépendante, auto-entrepreneuse et j'ai créé une activité de soutien aux formateurs et aux organismes de formation. Bonjour, moi c'est Perrine Fravalo, je suis actuellement salariée et je travaille sur un projet de café. Bonjour, moi c'est Aube, donc je suis au chômage actuellement et je travaille sur un projet d'ouverture de tiers-lieux. Avec cuisine, coworking et médecine douce. Bonjour, je suis auto-entrepreneur énergéticienne géobiologue installée depuis 1 an. Bonjour, je suis Sophie, je suis en statut demandeuse d'emploi et je cherche à m'associer avec un porteur de projet. Bonjour, Camille Roger, je suis aussi demandeur d'emploi et j'ai pour projet de monter de l'équipement pour les équithérapeutes. Je m'appelle Cassandra et je suis chargée de communication, mais jusqu'en décembre, donc après je serai sans emploi. Bonjour, moi c'est Margot, du coup je travaille à la CCI et j'étais intéressée par le thème tout simplement. Bonjour, moi c'est Aurélie, donc je fais partie de l'équipe d'Anne-Sophie, donc je suis chargée de développement, donc pour aider Anne-Sophie pour l'accompagnement pour nos futurs projets. Bonjour, je m'appelle Laetitia Gautreau, donc je suis demandeuse d'emploi également et je viens de terminer une formation d'architecte d'intérieur pour monter ma boîte en tant qu'architecte d'intérieur. Bonjour, Gwenel Brieux. Alors moi je suis toujours en poste et j'ai l'intention de m'installer dans une boîte d'entrepreneuriat sur tout ce qui est accompagnement, prestation de services auprès des artisans du bâtiment. Oui, bonjour, Colette Cardona. Je suis salariée, je travaille à Pôle emploi et je viens juste parce que la thématique m'intéresse, tout simplement. Bonjour, moi c'est Ophélie Marinier, je suis freelance, donc auto-entrepreneuse depuis début d'année, donc dans la création de sites internet. Bonjour, moi c'est Sylvaine Amouriot, je suis indépendante dans le référencement naturel, donc je suis consultante SEO et formatrice en entreprise. Bonjour, Laura Patin, donc je suis actuellement en reconversion professionnelle, en formation pour devenir conseillère en création d'entreprise pour les porteurs de projets. Bonjour, je suis Corinne, je suis actuellement demandeur d'emploi depuis 1 mois et là je profite de ce salon pour ouvrir les possibles. Super, merci à vous.
Alors, si on vous a posé cette question, c'est parce que en fait, le statut est important aussi pour identifier après les différentes sources de financement auxquelles vous pouvez avoir accès. Alors, j'ai entendu qu'il y avait quelques personnes installées déjà en entreprise. Donc, on vous appelle des travailleurs non salariés. Donc, c'est comme ça, c'est votre statut. Ou dirigeants non salariés. Même si on est une micro-entreprise, on est un chef d'entreprise. Donc, on est un TNS, ce qu'on appelle, nous, des TNS. Le financement des TNS, eh bien, sachez que vous avez un fonds. Vous avez un fonds qui mutualise en fait les cotisations que vous versez. Quand vous déclarez du chiffre d'affaires, quand vous développez votre activité, vous cotisez à la formation continue. On a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne savent pas qu'ils ont des droits. C'est aussi le but de cet atelier, c'est de former les entrepreneurs que à partir du moment où ils ont cotisé, ils ont déclaré du chiffre d'affaires, ils ont la possibilité d'aller solliciter des financements. Alors après, suivant les activités, suivant parfois le taux de cotisation, le montant cotisé, les droits en fait ne sont pas les mêmes. Donc là, moi je vais pouvoir vous parler de 3 financeurs qui sont les principaux, on va dire, pour les chefs d'entreprise non salariés, les TNS. On a tout d'abord pour les gens qui sont affiliés en tant que profession libérale, le FIFPL. Donc on a beaucoup d'entrepreneurs qui effectivement ne savent pas à quel financeur ils sont affiliés. Donc quand vous avez déjà cotisé, vous pouvez voir sur vos attestations URSSAF à quel fonds vous cotisez. Et donc pour les professions libérales, on va avoir donc le FIFPL. Le FIFPL, il fonctionne par branche. Vous n'allez pas être financé de la même façon selon l'activité que vous allez avoir. Dans des mêmes adhérents, on va dire adhérents au FIFPL, on va avoir des entreprises qui vont être mieux financées, d'autres moins bien financées. Pourquoi ? Parce que ce sont les branches, en fait, ce sont les branches qui défendent la profession. C'est valable également dans d'autres organismes. Et du coup, suivant le poids de la branche, suivant les priorités qui sont données, les financements peuvent être différents. Donc il faut aller voir par rapport à votre code d'activité à quel financement vous avez le droit. Alors souvent le FIFPL il est pas très généreux. Nous on le constate quand on a des professions libérales qui viennent suivre nos formations. C'est vrai que le FIFPL n'est pas très généreux, mais bon, il y a quand même quelque chose, donc il faut en profiter si vous avez l'intention de vous former. Il faut demander les financements, les prises en charge. Ensuite, on a pour les activités plutôt à vocation commerciale, donc les gens qui font plutôt de l'achat-revente sans transformation. Donc grosso modo, on retrouve souvent des entreprises qui sont immatriculées à la chambre de commerce. Vous avez l'AGFIS. Donc l'AGFIS, c'est le financeur de ces entreprises qui sont affiliées à la CCI principalement. Parfois, elles sont aussi affiliées à la chambre de métier, donc à l'organisme dont je dépends, puisqu'elles peuvent avoir une double activité. L'AGFIS peut être assez généreux, ça va dépendre parfois du taux de du montant cotisé. On a parfois des entrepreneurs qui cotisent pas suffisamment et qui ont très peu de droits du coup à la formation. Donc ça va dépendre aussi du montant cotisé, mais sachez qu'effectivement l'AGFIS c'est l'organisme qui finance la formation des ressortissants chambres de commerce et principalement donc les commerçants ou les industries. Sur l'AGFIS, comme sur n'importe quel fonds, n'importe quel financeur, un petit conseil si vous souhaitez demander une prise en charge par le financeur, il faut toujours faire la demande avant le début de la formation. Pourquoi ? Parce qu'une fois que vous avez démarré la formation, c'est trop tard. Ça, c'est un conseil que je vous le donne parce que on en voit énormément d'entreprises qui nous appellent en disant voilà, j'ai fait une formation, maintenant comment je me fais rembourser ? C'est trop tard. La demande de prise en charge, elle se fait toujours avant de faire la formation. Et suivant les organismes, parfois il y a des délais. C'est parfois 15 jours avant, c'est parfois un mois avant, c'est parfois le jour même, mais c'est toujours avant le début de la formation. Et enfin, le dernier financeur des artisans, des ressortissants donc de la chambre de métier de l'artisanat, c'est le FAFCEA. Le FAFCEA, il finance aussi par filière. On a la filière bâtiment, on a la filière des métiers de services et production, et on a la filière de l'alimentaire.
Donc il a des critères en nombre d'heures par an, donc il y a un volume d'heures maxi à ne pas dépasser, et il y a des critères en termes de taux horaire de prise en charge. Si votre formation, elle coûte 42 € de l'heure et que le FAFSA finance 35 €, vous aurez un reste à charge donc de 7 € de l'heure à débourser. Donc ces organismes, voilà, sont les principaux financeurs des travailleurs non salariés, donc des gens qui sont déjà en activité, qui sont déjà immatriculés, qui ont déjà une entreprise. Oui, du coup, c'était en complément de ce que ma collègue vient de vous dire. Pour les dirigeants non salariés, vous pouvez aussi, en tant que chef d'entreprise, bénéficier en fait d'un crédit d'impôt. Donc, lorsque vous faites votre déclaration d'impôt, vous pouvez déclarer la formation que vous avez réalisée. En fait, ils peuvent vous rembourser jusqu'à 40 heures par an au taux horaire du SMIC. Donc après, c'est bien d'anticiper, comme pour les demandes de financement, avant la formation, parce qu'ils vont vous demander aussi le devis du centre de formation pour pouvoir valider le financement après dans le crédit d'impôt. On va prendre le statut du coup de salarié maintenant. Comment financer la formation? Donc il faut savoir qu'en tant que salarié, votre entreprise cotise un pourcentage pour la formation. Du coup, c'est un pourcentage de sa masse salariale. Et du coup, on a différents OPCO en fonction de votre code NAF. Est-ce que déjà vous connaissez un peu l'OPCO qu'il y a dans vos entreprises? Il y avait des salariés tout à l'heure. Pas forcément, c'est pas grave. Du coup, ça va vraiment dépendre du secteur d'activité, que ça soit du commerce, de la construction ou encore de l'informatique. Donc voilà, tout ça vous pouvez avoir sur Internet. Recherchez votre OPCO sur le site de l'URSSAF. Est-ce que vous avez déjà accédé à des formations qui ont été financées par les fonds d'OPCO? Ou peut-être que vous ne le savez pas, vous avez déjà fait des formations en entreprise, j'imagine? Oui. Donc il faut savoir que du coup, les entreprises ont été financées pour vos formations pour que vous puissiez adhérer à une montée en compétences. Alors, effectivement, comme disait Anne-Sophie, votre entreprise, si vous êtes salarié, cotise donc à la formation professionnelle. Généralement, alors soit elle fait une remontée de besoins de formation en vous demandant quels sont vos besoins, soit elle décide en fait dans quelle formation plus ou moins vous allez devoir aller, puisqu'elle a sa perspective de développement. Donc, si elle a des besoins en termes de compétences, elle va vous orienter vers des formations pour développer vos compétences. Et effectivement, eh bien, les OPCO sont là pour financer ce qu'on appelle le plan de développement des compétences des entreprises. Donc, des entreprises qui doivent aller chercher ces financements pour faire monter en compétences leurs salariés tous les ans. Et puis après, il y a des actions collectives avec les OPCO. Donc les OPCO, encore une fois, opérateurs de compétences qui financent la formation des salariés. Donc parfois, il peut y avoir sur des métiers en tension des opérations collectives. Pour un exemple, l'OPCO EP, donc qui est un OPCO des entreprises de proximité. À tout hasard, je vous donne des métiers, les fleuristes, la fleuristerie, tous les métiers de bouche, la coiffure, l'esthétique, par exemple. Eh bien, les salariés dans ce domaine-là sont affiliés à l'OPCO EP et parfois l'OPCO EP va faire des appels à projets pour mettre en place des formations, notamment sur des métiers en tension ou bien sur des besoins qui ont été identifiés par les branches. Parce que, encore une fois, derrière, il y a aussi les branches. Donc, dans un OPCO, suivant la branche, eh bien, les financements pourront être différents suivant ce que la branche a négocié, suivant ses priorités, suivant les besoins de compétences, de formation qui sont identifiés. Donc parfois, il y a effectivement des plans comme ça collectifs qui permettent de faire monter en compétences des salariés parce qu'il y a un besoin vraiment réel sur la branche en question. Vous avez une question ?
Oui, j'avais une question, c'est juste sur l'OPCO et le CPF, parce que moi je suis salarié, donc aujourd'hui j'ai le droit au CPF. Est-ce qu'il y a un lien entre ces organismes ou pas? Ouais, CPF. Du coup, on va commencer à parler aussi pour les demandeurs d'emploi. Donc, comment financer la formation? Vous avez déjà l'aide individuelle à la formation que vous pouvez demander à Pôle Emploi directement. C'est lorsque donc c'est pareil, c'est toujours une logique. Vous avez un devis, vous avez un projet de formation, vous avez déjà le centre de formation. Vous avez, j'imagine, aussi l'aide au retour à l'emploi, mais vous ne pouvez pas financer. Donc, il y a cette petite aide supplémentaire qui est là et qui vous sera attribuée en fonction de votre statut, en fonction de ce que vous touchez déjà dans ce qui est indemnité à retour à l'emploi et qui pourra vous aider à financer la formation complémentaire. Il existe aussi une autre fonctionnalité avec Pôle emploi, c'est la préparation opérationnelle à l'emploi collectif, c'est-à-dire que Pôle emploi va travailler avec des entreprises qui va pouvoir accueillir plusieurs demandeurs d'emploi et créer un parcours de formation au sein de cette entreprise et vous faire participer. Ça dure à peu près 400 heures où là vous allez pouvoir tester un certain métier, donc c'est vraiment collectif. Ce qu'on n'a pas identifié aussi, il y a ce qu'on appelle le programme l'AFPR, qui est aussi un programme de formation avec Pôle emploi, qui dure également 400 heures au sein d'une entreprise, mais qui est là et est individuel. C'est-à-dire que vous faites le programme de formation avec l'entreprise et Pôle emploi et vous allez directement faire un test, en tout cas sur c'est comme un stage en fait sur l'emploi que vous désirez faire plus tard. Ça s'appelle l'AFPR, aide à la formation professionnelle. Alors, je veux juste ajouter quelque chose par rapport à l'AIF, parce qu'on a aussi le cas de figure quand on a des demandeurs d'emploi qui veulent suivre des formations chez nous ou dans les autres organismes. Parfois, ils comprennent pas pourquoi Pôle emploi a fait un refus. Alors souvent, Pôle emploi oriente d'abord sur le CPF. Si vous avez du CPF, Pôle emploi va d'abord essayer de faire en sorte que vous sollicitiez votre CPF, parce que aussi les fonds de Pôle emploi ne sont pas extensibles et que si vous avez du CPF à consommer, on va en parler tout à l'heure, eh bien c'est d'abord cette orientation. Mais s'il n'y a pas de CPF, parfois les demandeurs d'emploi se demandent pourquoi mon projet n'est pas financé, pourquoi j'ai pas eu l'aide, pourquoi peut-être quelqu'un d'autre l'a obtenu. Alors on a un début de réponse, c'est que il faut que votre projet, déjà il faut le motiver, il faut le défendre. Vous avez un conseiller Pôle emploi, il faut que ça s'intègre la formation dans le cadre de votre projet. Et c'est vrai que si vous arrivez comme ça devant votre conseiller en disant bah tiens je voudrais faire telle formation, mais finalement il voit pas trop votre motivation, il voit pas trop où est-ce que ça va vous mener, il voit pas trop à quoi va servir cette formation, forcément il va préférer privilégier un autre demandeur d'emploi qui va arriver avec un projet vraiment construit, bien avancé, où la formation elle est essentielle dans le projet. Et le porteur de projet démontre que c'est essentiel. Donc c'est vraiment, nous en fait, quand on a des demandeurs d'emploi qui se présentent et qui veulent solliciter l'AIF, on leur dit prenez contact avec votre conseiller, expliquez-lui votre projet. Voilà, ça se passe beaucoup de façon personnelle aussi avec le conseiller. C'est pas, vous n'êtes pas seulement un numéro. Et si vous expliquez votre projet, si la formation elle est utile à votre projet, elle est bien intégrée et elle va mettre les chances elle vous permettre de mettre les chances de votre côté, eh bien ça sera financé. Et c'est ça qui explique que parfois dans une formation, on va avoir deux demandeurs d'emploi, un financé, l'autre pas. Et c'est parce qu'il y en a un, son projet n'a pas forcément été bien compris ou bien expliqué. Et ça, c'est important en fait de vous rapprocher de votre conseiller, de défendre un peu votre bout de gras, j'ai envie de dire, parce que c'est vraiment ça aussi qui va faire la différence. Alors j'ai parlé en fait du CPF. On a une question tout à l'heure. Donc quand vous êtes salarié, vous avez acquis des droits. Quand vous êtes travailleur non salarié, vous allez acquérir aussi des droits pour avoir un financement sur votre CPF. Ce financement peut être utilisé une fois que vous êtes demandeur d'emploi.
Il peut être utilisé quand vous êtes salarié, il peut être utilisé quand vous êtes travailleur non salarié. Donc, ce sont des droits que vous cumulez à partir du moment où vous avez une activité professionnelle. Donc, vous cumulez jusqu'à 500 euros par an. Donc, si vous avez une activité à temps plein et cumulable jusqu'à 5 000 euros. Dans certains cas, si vous avez par exemple un handicap, ça peut, ou si vous êtes sur un niveau de qualification très bas, on peut aller jusqu'à 800 euros par personne. Donc ça, c'est une somme d'argent quelque part que vous avez cumulé de par votre activité, que vous avez sur un compte qui s'appelle Mon compte formation. C'est votre CPF, vous l'utilisez pour suivre vos formations, les formations qui vous intéressent. Alors c'est pas toujours très simple d'accès quand on veut accéder à son compte, choisir une formation, il faut créer son identité numérique, c'est parfois un petit peu complexe. Donc des fois quand on est un peu limite sur le délai pour accéder à la formation, ça peut être un peu compliqué. Donc, si vous souhaitez créer votre identité numérique pour ouvrir votre compte CPF, pouvoir après rapidement avoir accès à une formation, il faut le faire dès que possible. Comme ça, on n'est pas bloqué. Parce que quand on choisit une formation avec le CPF, on a 11 jours ouvrés pendant lesquels on peut plus aller sur cette formation parce qu'il y a un droit de rétractation. Donc toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Pour être éligible au CPF, il y a des critères. Donc parfois, quand vous trouvez une formation, vous aurez peut-être la surprise de voir qu'elle n'est pas éligible au CPF, mais il y en a un certain nombre qui le sont, notamment nos formations à la création d'entreprise. Je ne sais pas si tes formations sont éligibles. Pas encore. Pas encore, mais voilà, c'est pas simple de mettre au CPF, c'est une démarche assez compliquée pour les organismes de formation, ce qui explique aussi que toutes les formations ne sont pas éligibles au CPF. Voilà. Est-ce que déjà vous avez créé vos comptes CPF? Ouais, ça va. Parce qu'on a eu beaucoup d'arnaques, donc ça peut faire peur au début. Moi, j'ai juste une question. Je suis issue du secteur public, donc notre CPF est en heures. Et est-ce que je dois d'ores et déjà aller demander la transformation en euros? Je sais que c'est 15 euros de l'heure, en fait, la transformation. Ou je dois le faire quand je fais une demande de formation? Alors, pour le secteur public, c'est assez compliqué souvent le CPF. Souvent, finalement, ça passe vraiment par l'employeur et je pense que selon les administrations, c'est en plus différent en termes de procédure. Je sais que sur certaines administrations, il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Si les dates de formation changent, c'est compliqué. Et souvent, effectivement, les personnes, elles doivent faire la démarche auprès de leur employeur pour valider en fait finalement la formation. Ce qui est un peu une aberration parce que normalement le CPF, l'employeur, il n'a pas à vous valider la formation. C'est vous qui utilisez vos droits comme vous le souhaitez. Et parfois, sur certaines administrations, moi je l'ai vu, il faut l'accord de l'employeur. Donc c'est un peu la fonction publique est un peu à part. Mais demandez tout de suite à ce que vos droits soient transformés tout de suite. Ouais. D'accord. C'est mieux. Vous aviez peut-être une question ou c'était OK pour vous? Avec une OPCO, quand on est par exemple entrepreneur, donc les salariés de l'entreprise ont le droit à l'OPCO, c'est bien ça? Est-ce qu'on peut avoir recours aux deux, à l'OPCO plus au CPF? Est-ce qu'aujourd'hui un entrepreneur a le droit de demander voilà, c'était une question. Mais malgré tout, quelque part, Pôle l'emploi le fait un peu parce qu'il demande aux demandeurs d'emploi d'utiliser le CPF. Mais l'employeur, il n'a pas le droit de faire ça. C'est votre CPF à vous en tant que... Ça peut arriver effectivement que certains employeurs disent si tu veux ta formation, tu prends ton CPF. Mais normalement, c'est pas très légal. Ah il peut, oui, si le salarié est d'accord, oui, si le salarié est d'accord. Oui, ouais, si le salarié est d'accord, ouais. Ah oui.
Du coup, il y a eu un organisme qui s'appelle le Conseil en évolution professionnelle qui a été aussi institué pour toutes les personnes qui sont en demande de reconversion, qui ne savent pas exactement ce qu'ils veulent faire. Donc pour salariés, demandeurs d'emploi et TNS. Donc ce sont vraiment des conseillers qui sont là pour parler de vous et avec vous, faire des bilans de compétences, à savoir voilà, qu'est-ce que vous souhaitez faire plus tard, sur quoi on peut vous envoyer et quelles sont les solutions. Donc c'est pareil. Si vous n'avez pas de formation forcément en tête, vous ne savez pas vraiment ce que vous voulez faire, vous allez voir ces conseillers en évolution professionnelle qui seront là justement pour vous aider et pour vous accompagner dans votre situation et pour parler également des financements si jamais il y en a besoin. Donc c'est vraiment un service d'accompagnement, c'est totalement gratuit. Pour trouver celui qui fait partie de votre région, vous allez juste sur internet, vous tapez conseiller en évolution professionnelle et il y en a dans tous les départements et dans toutes les grandes villes. Et c'est, comme je le disais, accessible pour toutes les personnes actives en emploi et même en recherche d'emploi. Et oui, on a voulu faire un petit laïus aussi sur l'alternance. Je ne sais pas si vous y avez déjà pensé. Là, c'est plutôt pour les auto-entrepreneurs qui auraient besoin, ou les créateurs d'entreprises qui auraient besoin de quelqu'un avec eux et qui n'ont pas forcément les moyens d'investir dans un salarié. On peut du coup faire appel à l'alternance à un coût moindre, une temps de présence aussi moindre, mais c'est la première étape pour recruter. Donc c'est vraiment pour augmenter en tout cas les besoins en compétences, intégrer de manière progressive un nouveau collaborateur, pérenniser votre activité et bénéficier évidemment d'avantages fiscaux. Parce que vous savez que l'État donne une prime de 6 000 € par an justement pour l'embauche d'un salarié en alternance. Oui, ok. On voulait présenter en fait de ce que nous présentons. Alors les essentiels de la formation pour les créateurs, c'est vraiment d'essayer de se concentrer sur les formations à l'installation, à l'accompagnement, à la création. En fait, il faut vraiment que vous sachiez, en tout cas, vous entourer. Bien vous entourer. C'est normal de pas tout connaître, donc c'est important d'aller voir d'autres personnes qui ont peut-être déjà vécu, qui ont été dans votre situation et qui pourront du coup vous accompagner. Il faut savoir gérer, piloter une entreprise, avoir tout ce côté juridique. Donc si vous devez utiliser votre CPF et que vous par exemple, utilisez-le pour ce genre de formation. Vous avez vu que le CPF aussi est bloqué à un plafond de 5 000 € et que en fait vous avez 500 € tous les ans. Donc surtout n'hésitez pas à l'utiliser pour faire ce genre de petites formations, qu'elles soient aussi dans le commerce, dans la communication, le marketing. Avoir une image de marque, c'est aussi important pour faire connaître votre entreprise. J'ai continué l'organisation et le développement personnel, évidemment. Il faut savoir, il faut bien se sentir soi-même pour être à l'aise après avec la clientèle et les gens que vous allez accompagner de votre côté. En tout cas, vraiment, parce que là on arrive à la dernière slide, je pense que nous on est convaincus parce qu'on est dans la formation. Bon, déjà vous êtes là, donc c'est très bien, c'est intéressant, mais de notre expérience, ça fait un petit moment pour ma part que je suis dans la formation, c'est important de se former, c'est important. Alors même une fois qu'on est en activité, alors moi j'ai beaucoup de micro-entreprises à la chambre de métier, beaucoup d'artisans qui ont la tête dans le guidon, qui n'ont pas le temps, mais c'est important des fois d'en sortir, de venir en formation. Pourquoi? Alors déjà, on apprend des choses, heureusement, l'objectif c'est de monter en compétences, mais souvent ce qui ressort dans les évaluations de fin de formation, c'est je suis content d'être venu parce qu'il y a eu des très bons échanges avec les stagiaires. Les stagiaires qui sont des collègues, des homologues, des personnes qui ont les mêmes problèmes que vous dans le quotidien, dans l'activité, dans le projet de création d'entreprise. On le voit sur les stages créateurs, souvent on trouve des conseils, on trouve des solutions grâce aux autres stagiaires. Et quand les gens ont goûté une première fois la formation, souvent ils reviennent parce qu'ils se rendent compte que c'est bénéfique pour leur entreprise, pour prendre du recul et puis aussi pour se faire un réseau et rencontrer d'autres pairs, d'autres entrepreneurs, d'autres problématiques ou des problématiques similaires que le collègue a peut-être résolu avec une solution qui peut peut-être être adaptée dans votre entreprise. Donc, si j'ai un message à faire passer, c'est vraiment ça, c'est profitez-en,
Il y a des financements. Alors je dis pas, parfois ça peut être refusé. Je dis pas que les financements c'est 100% automatique, mais il faut se renseigner. Il faut pas se bloquer par rapport à ça. Il faut essayer d'ouvrir les portes. Nous, quand on a des problèmes de financement, des stagiaires qui arrivent pas à se faire financer, on essaie de trouver d'autres solutions. Voilà, donc il faut pas se fermer les portes en se disant j'ai pas de solution, on m'a refusé, allez j'arrête. Et il faut pousser d'autres portes, il faut aller voir les conseillers, les organismes de formation qui ont peut-être aussi eu des solutions. Mais en tout cas, il faut en profiter. Il y a des financements. Nous on voit bien, c'est toujours les mêmes stagiaires qui reviennent. On aimerait bien en voir d'autres parce que c'est aussi les autres qui cotisent à la formation et c'est bien que tout le monde puisse en bénéficier, tout le monde puisse monter en compétences. Oui, c'est tout à fait ça, je voulais rebondir. Ne soyez pas bloqués par les coûts de formation. Sachez que c'est un réel investissement et vous investissez en vous. Donc en fait, on parle financement, mais le financement finalement c'est qu'un bonus qui va vous permettre en fait d'évoluer. Donc ça, quand vous êtes dans la création de votre entreprise, pensez-y, il y aura forcément un moment donné où vous allez devoir vous former. Et surtout en ce moment où on évolue énormément, les métiers évoluent énormément. Donc il faut se dire que c'est au minimum une formation par an qu'il faudrait réaliser pour être toujours au top de notre génération. Donc voilà, si jamais vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. De toute façon, on est sur le salon toute la journée. Toi, ton stand est plutôt vers là-bas et moi, je suis juste à côté dans la création de société. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Tout est clair? J'avais une question pour vous deux, vu que vous êtes dans des organismes différents. Est-ce que quand les TNS majoritairement font appel à vous pour faire les formations, est-ce que vous montez le dossier de financement ou c'est à eux de le faire de leur côté? Parce que j'ai l'impression qu'il y a un point qui bloque quand ils doivent faire... Je le fais pas pour eux parce qu'il y a des accès pour avoir, par exemple, moi je suis dans la construction, donc c'est le FAFCA dans le bâtiment et du coup il faudrait qu'ils nous donnent leurs accès, mais par contre je les accompagne parce que j'ai un accès moi-même et du coup au téléphone on les accompagne pour qu'ils puissent faire leurs demandes. Mais les démarches sont relativement simples, on s'en fait une montagne peut-être, c'est vrai, mais enfin moi en tout cas je suis complètement dans l'accompagnement, on laisse pas les gens comme ça se débrouiller tout seuls quoi. Oui, tout à fait. Alors nous, on a la subrogation de paiement avec le FAFCEA, ce qui veut dire en fait que on se fait rembourser directement par le FAFCEA donc voilà, les artisans n'ont pas avancé d'argent. Alors sauf dans le bâtiment, parce qu'effectivement le bâtiment, nous n'avons pas la subrogation de paiement, c'est réservé uniquement aux organisations professionnelles du bâtiment. Donc là, les stagiaires montent leur dossier eux-mêmes. Mais alors quand on dit dossier, c'est simple et on les accompagne effectivement, on leur explique les documents. Après, c'est vrai que sur les autres organismes, on n'a pas forcément la subrogation de paiement. Ça dépend en fait de chacun des organismes et des relations que l'organisme de formation a avec le partenaire financier. Nous, ça a été très compliqué d'avoir la subrogation avec le FAFCEA. Donc, les FAFCEA, c'est les artisans. Nous, on représente les artisans. Donc, c'est vrai qu'on n'aura pas la subrogation, par exemple, avec le FIFPL qui représente les professions libérales, puisque c'est pas immatriculé à la chambre de métier. Donc, ça dépend vraiment des organismes, des relations, des financeurs. Mais on est là tout le temps là pour accompagner, parce que l'intérêt, c'est que vous puissiez aller en formation et que vous ayez vos financements. Donc, on va pas vous laisser dans la galère sur une demande de financement qui généralement est assez simple. Hormis le CPF avec l'identité numérique, mais une fois que l'identité numérique est faite, il n'y a pas de souci. Donc c'est vraiment quand on fait ça à la dernière minute, oui, ça peut être stressant. Ça peut arriver que ce soit des formations, on voit ça à la dernière minute, donc là c'est plus stressant. Mais si la formation n'est pas pour tout de suite, on a le temps de bien faire les démarches et c'est pas compliqué au final. Les organismes ont toujours des conseillers formation, voilà, des intervenants qui sont là pour accompagner. C'est clair. N'hésitez pas à aller voir nos sites internet ou à venir nous voir si vous avez d'autres questions plus précises. Merci en tout cas.